Bien, merci beaucoup, cher Patrick, de cette introduction extrêmement claire et très circonstanciée autour des problèmes que posent les deux ouvrages. Et je t'en remercie d'autant plus que démarrer avec la problématique que tu as posée, qui correspond, me semble-t-il, très très bien avec, j'allais dire, nos inquiétudes, hein, à l'un et à l'autre, et spécialement les miennes, là, sur lesquelles tu as terminé, est une bonne façon d'introduire à ces deux ouvrages. Donc mon travail maintenant va consister à, puisque l'essentiel est dit, hein, des deux ouvrages, va consister à regarder d'un petit peu près le beau livre de Florian. C'est un plaisir d'autant plus grand que, d'une certaine façon, Florian, ton ouvrage, avec toute sa force personnelle, s'inscrit dans un champ historiographique que je partage, et c'est un petit peu le compagnon de route. Le compagnon de route qui, dans la séquence spatiale qui nous a porté depuis des années, est amené à porter un regard sur l'innovation que représente ta propre démarche dans une démarche d'ensemble. Alors commençons par le titre, L'évêque et le territoire, l'invention médiévale de l'espace 5e, 13e siècle, deux termes importants, territoire et espace, qui sont des termes pas absolument évidents. Est-ce que le médiéviste est autorisé à utiliser ces catégories, qui sont des catégories des sciences sociales contemporaines, territoire et espace? Certains vous diraient pas du tout. Espace, c'est une faute professionnelle. Mais une faute que je partage, hein, tout à fait. Et on va justement entrer dans le détail. Ampleur chronologique du propos, 5e, 13e siècle, avec, nous y reviendrons, déjà introduit par les remarques de Patrick, ampleur chronologique du propos, qui nous invite à repériodiser le Moyen-Âge. Et vous allez voir que nous avons affaire à des propositions qui sont très fortes et propres à faire réagir le milieu professionnel. Un notable jeu d'échelle, du local, avec essentiellement un intérêt pour la Provence, l'Anjou, Maine, mais aussi nombre d'extensions, mais un jeu d'échelle entre le local et le global, et c'est tout l'intérêt de ce travail qui a le courage de penser large. Et puis, il y a un personnage central dans cette production spatiale, qui est le territoire, c'est l'évêque. L'évêque, un membre de l'Ecclésia, un détenteur de l'autorité, avec une distinction essentielle sur laquelle nous reviendrons, pouvoir d'ordre, on va dire sacramentel, et pouvoir de juridiction, notion extrêmement importante, puisque nous avons une réflexion sur la souveraineté et l'espace de la souveraineté. Et puis, cet évêque qui est un détenteur d'autorité de l'Église, qui va permettre d'inscrire un espace, ou plutôt un pouvoir, dans un espace. Je mentionnerai, avant de rentrer dans le vif du sujet, que ce livre a intérêt à être lu dans un ensemble. Florian est l'auteur de ce qui est probablement le meilleur manuel d'introduction à la période, intitulé Féodalité, 888-1280, paru en 2010, avec une réédition en 2014. Il a pris la tête d'un collectif qui a été un véritable travail de milieu intitulé L'espace du diocèse, jeunesse d'un territoire dans l'Occident médiéval 5e, 13e siècle, la Reine 2008, et puis probablement aussi, tout aussi important, en tous les cas un nœud historiographique du plus grand intérêt, le volume de Fangeau de 2013, le cahier 48, qui nous a réunis d'ailleurs, intitulé « La réforme grégorienne dans le Midi, milieu XIe, début du XIIIe siècle », et qui est probablement la meilleure mise au point actuelle sur les discussions centrales sur la question de la réforme grégorienne. Alors mon propos tiendra en deux points, rappeler assez rapidement la problématique, ensuite en 6 points qui m'ont paru déterminants les conclusions essentielles du volume, et puis pour finir, sous forme de transition, un retour à la cité, point d'interrogation, pour faire transition entre nos deux démarches. Donc commençons par justement la démarche de Florian dans ce livre. C'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'une histoire du rapport des sociétés à l'espace, un chantier en pleine ébullition intellectuelle, une ébullition parfois qualifiée de tournant spatial, qui contraste fortement, et j'y insiste, avec le désintérêt des maîtres de l'école des Annales pour une question, l'espace, non pas comme un donné, mais comme un construit,
qui relevait sans doute pour eux d'une histoire désuète, car trop politique, trop juridique à leurs yeux. Et là, je cite Florian à la page 19. Dans cette dynamique historiographique collective, attachée à quelques noms bien connus, entre autres Alain Guéraud, Michel Lowers ou bien Didier Méhu, il convient de dire d'emblée la place originale de Florian, partageant avec eux l'intérêt pour la question du dominium, pour le phénomène, autrement dit, de domination sur la terre et les hommes, et la fixation afférente des hommes sur la terre, qui est le grand problème médiéval. Florian hérite d'une conception, on pourrait dire, polaire de l'espace féodal, c'est-à-dire l'attachement à des pôles ou à des lieux spécifiques, l'église, le cimetière, le château, la cité, constitutive de cellules, le bourg, la paroisse, la seigneurie. Mais il propose, lui, par rapport à ce courant historiographique, il propose, lui, une réflexion à une toute autre échelle, celle du territoire comme espace homogène d'expression de la souveraineté politique. Pour ce faire, il s'intéresse plus particulièrement à deux phénomènes, la question de la formation du territoire, un terme utilisé dans le sens précis que lui confère la sociologie historique de Max Weber, c'est-à-dire l'espace de projection d'une institution, et la question des pratiques sociales de l'espace. Deux phénomènes étudiés à travers le prisme de l'institution ecclésiale, en l'espèce le territoire du diocèse et les pratiques épiscopales de l'espace. Le point de départ d'une telle interrogation réside dans ce qu'on pourrait qualifier de contradiction entre, d'une part, un ensemble de certitudes profondément enracinées dans l'humus historiographique, pour reprendre son expression, dans un roman ecclésial, que l'on peut résumer par la formule suivante: le diocèse médiéval est l'héritier direct de la cité antique, comme l'Église est l'héritière de la romanité. Et puis, d'autre part, les développements récents de l'archéologie des territoires antiques et les nouvelles approches de l'espace ecclésial médiéval. Cette contradiction résulte en fait d'un véritable impensé. Si la thèse de la continuité territoriale entre la cité et le diocèse manifeste la certitude d'une perpétuation des formes territoriales, c'est parce qu'elle suppose implicitement que l'Église a toujours entretenu un rapport en quelque sorte administratif au monde. Cette contradiction élude ainsi complètement la question du sens et des usages du territoire que Florian, au contraire, choisit de placer au cœur de son enquête. Nous avons affaire à une historiographie d'une contradiction. Quels sont les principaux résultats que je listerai en 6 occurrences? La première conclusion du livre de Florian est qu'il est nécessaire de reconsidérer la part du legs romain, à rebours à la fois de la géographie historique traditionnelle et de l'historiographie des 30 dernières années, encline à voir l'héritage antique se prolonger longtemps dans le haut Moyen-Âge, parfois jusqu'à l'an 1000. Il n'est guère possible, en effet, d'accréditer l'idée d'une survie de la civitas comme territoire au-delà du VIe siècle à travers la paroisse épiscopale. Entre le 7e et le Xe siècle, l'essentiel du legs romain réside dans le maintien de la plupart des anciens chefs-lieux de cités comme centre de pouvoir et pôle d'urbanité, des pôles d'ailleurs très modestes, grâce à l'implantation des sièges épiscopaux. Au-delà de la ville et de ses environs, l'ancien territoire de la civitas dessine l'horizon de la paroisse épiscopale, mais cet horizon n'a plus grand-chose à voir avec ce que le droit et les pratiques politiques et administratives romaines considéraient et que bien plus tard le droit canonique considérera comme un territoire. Il constitue plutôt ce que les géographes désignent aujourd'hui comme une enveloppe territoriale, poreuse et aux périphéries fluctuantes. Pour de longs siècles, le pouvoir de l'évêque, en harmonie avec l'ensemble des autres pouvoirs, ne s'exerce pas sur une aire spatiale bien définie et de manière homogène,
mais sur ce que l'on pourrait considérer comme une ère virtuelle de domination, au moyen de liens plus ou moins étroits, unissant la personne de l'évêque à d'autres personnes, les prêtres, les moines, les fidèles de façon générale, mais aussi à des lieux, les autels et les églises baptismales. Ce délitement précoce, profond et durable des anciens territoires des cités découle de 3 causes principales. En premier lieu, les évêques ne reprennent pas, ni à leur profit, ni à celui des rois, la fonction essentielle de la cité romaine, à savoir la fiscalité. En deuxième lieu, les élites dans leur ensemble, et les évêques en premier chef, s'éloignent peu à peu des paradigmes territoriaux de la romanité qui ne sont alors nullement indispensables à l'exercice du ministère épiscopal. Enfin, en troisième lieu, le pouvoir des évêques est très tôt contrarié par des emprises concurrentes qui viennent s'interposer entre eux et les églises, entre eux et les prêtres, les grands aristocrates dès le VIe siècle, mais aussi les moines à partir du VIIe siècle. Voilà pour un premier point, c'est-à-dire de déconstruction d'une historiographie encore courante. La deuxième conclusion sur le processus de reterritorialisation, si on estime que le premier point est une problématique, épouse une problématique de déterritorialisation, donc la deuxième conclusion porte sur les processus de reterritorialisation du diocèse, aboutissant à la situation institutionnelle et territoriale classique, celle de l'Église à partir du XIIIe siècle. Ce processus est difficile à insérer dans une chronologie précise parce qu'il met en œuvre des phénomènes plus complexes que ceux liés à la décomposition de la romanité politique et juridique. Le moment carolingien, hanté par le rêve de romanité et habité par le désir d'encadrer de manière rigoureuse, systématique et définitive le populus Christianus, témoigne d'un authentique renversement de tendance par rapport au très haut Moyen-Âge et pose un certain nombre de jalons par rapport à ce qui a été auparavant. Un certain nombre de jalons dont le contrôle des lieux sacrés par l'évêque représente l'élément majeur. Mais, point important pour bien lire Florian, les effets de ce tournant carolingien s'avèrent en réalité limités. Limité dans l'espace d'abord, car le modèle de l'évêché cité continue de peser sur l'action épiscopale, tandis que le recouvrement du politique et de l'ecclésial, du comitatus et de l'épiscopatus compromet l'émergence d'une territorialité ecclésiastique singulière. Dans le temps ensuite, car ce recouvrement est accentué au temps des principautés qui succèdent à la crise de l'Empire à partir de la fin du IXe siècle. C'est donc seulement à partir du XIe siècle, et particulièrement en lien avec la réforme dite grégorienne, que le processus de reterritorialisation du diocèse acquiert une véritable matérialité pour Florian, qui est un historien, vous l'avez compris, des féodalités. Je passe sur toute la question de la réforme grégorienne qu'on pourrait détailler en détail, enfin qu'on pourrait détailler, mais je vois que le temps passe, et j'en viens finalement à ce qui représente un petit peu un essentiel de cette problématique dans la perspective grégorienne, c'est la distinction et une affirmation d'une sphère ecclésiastique autonome, c'est-à-dire dotée de ses propres lois et de sa propre légitimité, qui permettent aux évêques de s'immiscer au cœur des seigneuries et d'y faire reconnaître la spécificité de leur autorité sur les églises et les évêques. Le diocèse territorial commence ainsi à se construire par scission de la seigneurie, par l'établissement par-dessus les dominations locales, aristocratiques et monastiques, d'une forme de souveraineté épiscopale. La rupture concerne aussi la nature même du rapport à l'espace, dont rend compte l'évolution des pratiques et des usages épiscopaux. La multiplication des conflits d'interface entre évêques voisins, l'intervention croissante de la papauté et des légats, le recours plus fréquent au droit canonique enrichi par le droit romain, entraînent la restauration progressive
d'une territorialité de nature étatique. Le diocèse, qui acquiert définitivement son nom au XIIe et XIIIe siècle, auparavant la désignation peut varier, en particulier celle de parochia, paradoxalement. Donc le diocèse en vient ainsi être défini comme un authentique territoire pourvu de limites intangibles, même si celles-ci peuvent demeurer imprécises sur le terrain. Il est d'ailleurs peu à peu subdivisé en circonscriptions subalternes, gérées dans le cadre d'une véritable chaîne administrative dont l'une des principales fonctions est la collecte de redevances qu'il est légitime d'assimiler à une fiscalité. Troisième point, cette histoire a beaucoup à voir avec celle de la paroisse, telle qu'elle est relue depuis quelques années. La concentration de l'action épiscopale sur le contrôle des églises et sa mise en scène rituelle et narrative à partir de l'époque carolingienne, à travers la visite épiscopale, les cérémonies de dédicaces ou les translations de reliques, entretient une étroite relation avec la sacralisation du lieu de culte, et pas seulement l'autel, et qui commence à partir de la même époque. Au XIIe et XIIIe siècle, l'essentiel du travail de construction de la limite diocésaine consiste et découle de la coalescence des territoires paroissiaux en cours de définition, d'où la nécessité d'articuler une histoire de la paroisse à celle du diocèse. Il n'est pas jusqu'au rôle joué par la dîme, la fiscalité dîmière, dans la construction territoriale de la paroisse, qui ne puisse faire écho au rôle du cens épiscopal, de la taxe de visite et de la taxe synodale dans la construction territoriale du diocèse. Les différences sont cependant essentielles. Elles tiennent d'abord à l'héritage romain avec lequel le diocèse entre toujours en résonance, alors que la paroisse est une pure création médiévale. Elles tiennent surtout à la nature même du processus de territorialisation de l'une et de l'autre. La paroisse agrégea les fidèles autour d'un lieu saint et sacré, l'église à laquelle est peu à peu associé le cimetière, tandis que le diocèse, bien que polarisé par la cité-ville, n'agrège pas les fidèles autour de ce centre. Il est conçu au contraire comme un dépassement de l'évêché cité tel qu'il existait au 7e, 8e siècle, cet évêché réduit à la cité et à son suburbium. Le diocèse, en d'autres termes, s'élabore comme un authentique territoire entre le XIe et le XIIIe siècle, à la manière d'un espace de souveraineté, surplombant les dominations locales, pénétrant jusqu'au cœur des seigneuries, quadrillant l'espace d'un réseau de circonscriptions, de parcours d'agents et de prélèvements spécifiques. Dans ce contexte, il n'est pas anodin que le pouvoir de juridiction de l'évêque, que le droit canonique définit alors avec précision, commence à peser plus lourdement sur les usages épiscopaux de l'espace que le pouvoir d'ordre qui avait dominé la séquence carolingienne et post-carolingienne. Quatrième point, les liens avec le monachisme sont plus délicats à apprécier et méritent d'être discutés au vu de l'historiographie récente de ce que l'on appelle dans notre jargon, que je serai amené à expliquer, l'inecclesiamento. Et c'est l'objet, je crois, d'un vrai débat aujourd'hui entre, les historiens de l'espace relevant du monachisme, à commencer par Barbara Rosenwein, ici présente, et puis Florian. Il y a un véritable dialogue, je crois, constructif à avoir. Il est bien connu que le monachisme, tout au moins un certain monachisme de type bénédictin, tel qu'il s'impose véritablement à l'époque carolingienne, constitue très tôt, dès le 7e siècle, un obstacle ou une gêne à l'autorité sacrée de l'évêque et indirectement à son emprise spatiale. Mais le phénomène, limité aux enclos abbatiaux, demeure, plaide Florian, sans véritable conséquence avant l'élaboration d'un nouveau rapport à l'espace et la construction de véritables territoires monastiques appuyés sur l'obtention de privilèges d'immunité, les mettant à distance de toute présence souveraine, et d'exemption d'un genre nouveau entre la fin du Xe siècle et le début du XIIe siècle, dont l'exemple le plus remarquable est constitué par le ban sacré de Cluny, dont on pourra rediscuter, mais qui est une véritable constitution de ce qu'on considère, nous, être une seigneurie ecclésiastique conçue comme un espace
homogène. Et là, on parle bien d'un territoire monastique. Ce territoire a-t-il une influence sur la construction de la territorialité politique médiévale? Où est-ce le diocèse? C'est au fond toute la question que pose Florian. On pourrait penser que cette nouvelle production de territoire par les moines réformateurs, autrement dit, aurait influencé ou même inspiré le processus de reterritorialisation dossiésienne. On serait assez enclin à le croire pour certaines procédures mises en œuvre par les moines, en particulier le contrôle sur les églises ou les procédures de délimitation. Mais, et le mais est important, mais Florian est réservé en ce qui concerne le sens même de ces constructions spatiales, notamment parce que, comme le suggère le nom même du territoire clunisien, le banc sacré, il s'agit de territoires seigneuriaux, des seigneuries d'un genre particulier, mais des seigneuries tout de même, alors que le diocèse est pensé au XIIe et XIIIe siècle comme un territoire supra-seigneurial. Nous avons là un cœur de discussion absolument passionnant dans, j'allais dire, le plus vif de notre travail actuel. Cinquième point, insistons bien sur ce point. Dans l'histoire du tournant spatial qui traverse la médiévistique depuis une bonne trentaine d'années, Florian nous permet de franchir un pas important, celui qui mène de la problématique des lieux et des pôles, que je représente d'une certaine façon, matrice d'une spatialité cellulaire et en réseau, à l'invention d'un espace plein avec le territoire. Au sein d'une historiographie des pouvoirs qui, ces derniers temps, a fortement pesé sur l'appréciation du poids de l'ecclésial, notons que c'est une figure d'église, l'évêque, qui fait le territoire comme jadis l'ecclésia a fait le lieu, l'a distingué par consécration sous la forme de l'inecclesiamento, pour reprendre la formule désormais courante proposée par Michel Lowers. Pour que le tableau soit complet, ajoutons que cette invention du territoire fait sens dans le cadre de l'émergence d'une hiérarchie d'ensemble de la spatialisation ecclésiale, depuis le lieu de culte, au niveau microscopique, jusqu'au sommet que représente la chrétienté, avec un grand C, dont l'acception géopolitique d'origine carolingienne s'impose pleinement à l'époque grégorienne, en passant par les échelons intermédiaires que sont la métropole, la province, le diocèse, justement, l'archidoyenné et le doyenné. En matière territoriale, l'apport grégorien a été, comme l'a joliment dit Fabrice de Livray, de doter l'Église, je le cite, d'un instrument de l'administration théocratique du monde, avec l'élaboration au tournant des XIIe, XIIIe siècles du provincial romain, un outil de gestion établissant sous forme de listes et de tables un véritable ordre administratif dont les statuts, dont les attendus idéaux ecclésiologiques sont de première importance, parce que cet ordre n'institue pas simplement une continuité du centre par cercle concentrique, comme l'illustre par exemple la photo de couverture de ce livre, qui est tiré d'un manuscrit des Loisirs impériaux de Gervais de Tilbury, qui représente une manière, je cite Florian, de nouvel empire au sein duquel l'autorité du pape rayonne ubi et orbi sur l'ensemble des provinces et des évêchés de la chrétienté, page 14. Plus important, si l'on veut jouer sur cet ordre administratif, plus important encore, à l'échelle des évolutions de l'Occident vers la forme État, l'ordre administratif romain qu'impose le provincial romain enregistre le passage de l'offrande, répondant à une économie ancienne du don, à la taxe et à la logique du prélèvement, qui est l'une des marques de souveraineté de l'État moderne, si l'on suit la problématique de Jean-Philippe Jeunet. L'État moderne, tel est justement l'un des points majeurs d'aboutissement du territoire de l'évêque. Offrant une ouverture inattendue du côté de l'espace aux réflexions déjà anciennes d'Ernst Kantorowicz sur la genèse ecclésiale de l'État moderne, Florian montre dans quelle mesure l'Église ouvre, et cela doublement, la voie à l'État monarchique ou princier. Je le cite, page 373, d'une part en mettant à sa disposition les hommes et le cadre administratif indispensables à la mise en œuvre des deux pratiques qui apparaissent aujourd'hui comme les principaux instruments de l'essor de sa puissance au cours du Second Moyen-Âge, l'enquête et la fiscalité. D'autre part, et de manière plus générale, en lui offrant un modèle de domination spatiale, d'ordre territorial et non seigneurial,
qui relevait d'une logique de souveraineté et non d'une logique féodale. Sixième et ultime proposition de travail, repériodiser le Moyen-Âge, ou l'étude de l'espace qui oblige à reconsidérer les scansions traditionnelles entre Haut Moyen-Âge, Moyen-Âge central et Bas Moyen-Âge, organisées autour de l'axe majeur que, pour nos aînés, par exemple Georges Duby, qui a officié dans cette maison, représentait la fameuse révolution de l'an 1000 ou révolution féodale. Donc une périodisation en 3 temps sur lesquels nous nous accordons, mais qui mériterait d'être discuté. Un temps de détériorisation, 5e, 8e siècle. Second temps, le faux départ carolingien, ou la pierre d'attente carolingienne, je dirais. Et puis le vrai démarrage grégorien, 1050-1250, qui nous installe dans un second Moyen-Âge et que, reprenant le vocabulaire de Jean-Philippe Jeunet, moi je qualifie de second christianisme. Second voulant dire, à la différence de deuxième, qu'il n'y a plus d'autre christianisme, que nous avons là une longue modernité qui va s'installer, qui est la modernité étatique, qui nous permet de réfléchir sur ce qu'est devenu l'ecclésial. Dernier point d'introduction pour faire transition, retour à la cité, point d'interrogation. Le livre de Florian fait avec brio l'histoire de la Civitas, depuis le chef-lieu de cité auquel est subordonné un territoire au sens romain, antique du terme, un espace, je le cite, pourvu de limites à l'intérieur duquel les magistrats ont le pouvoir de juridiction et de coercition, jusqu'à la ville abritant un siège épiscopal. Florian insiste sur la relation privilégiée s'instaurant entre la ville et l'évêque, qui en fabrique véritablement la sainteté, dans le rassemblement des reliques, la fondation, la construction de lieux saints, sans parler de cet autre lieu où s'affiche sa présence durable, je veux dire le palais épiscopal. Mais dans une étude sur le diocèse, c'est-à-dire sur l'émergence d'un territoire à partir du pôle initial qu'est l'évêché cité, comment ne pas inclure un volet concernant l'évolution de la cité elle-même, à la fois d'un point de vue morphologique et d'un point de vue politique. Autrement dit, j'essaye d'ouvrir un petit peu la problématique proposée par Florian, j'allais dire dans la logique de Florian, dont on pourra discuter. Commençons par le point de vue morphologique. À l'horizon des travaux qui nous enseignent depuis une bonne trentaine d'années dans quelle mesure l'Église, avec ses instances monumentales, le lieu de culte ou même les couvents, est un facteur essentiel de la reprise urbaine au tournant des années 1100, en quoi elle est une force de renouvellement morphologique essentielle dans l'histoire de l'urbanisme occidental. Qu'on songe au livre pionnier des Gaëtan Desmarais sur la morphogenèse de Paris, ou au collectif mené par Bernard Gauthier, Elisabeth Zadora-Rio et Henri Gueligné, Villages et villes, les dynamiques morphologiques. En phase avec ces problèmes relevant de la morphologie urbaine, mais à une autre échelle d'analyse, sans doute est-il nécessaire de mentionner la question de l'espace public. D'autant plus nécessaire que Patrick, avec Nicolas Offenstadt, a été l'animateur d'un grand débat collectif sur l'espace public, notion, catégorie adaptée au Moyen-Âge ou pas. Donc, l'espace public, suivant la définition de Jürgen Habermas, je le cite, du déploiement de la sphère publique structurée par la représentation. Il est certain que, du point de vue de la représentation et de la mise en scène des pouvoirs, la cité épiscopale offre, comme le montre d'abondance le livre de Florian, de nombreuses pistes d'études. On pense spécialement à toutes les cérémonies qui permettent de marquer symboliquement l'espace public de la ville, en particulier l'ordination de l'évêque et les grands rites de pénitence publique. Au titre de la représentation, on peut insister aussi sur l'organisation de l'espace cathédral, l'église elle-même, le palais épiscopal, le quartier canonial, et montrer comment cet espace marque de sa visibilité l'espace urbain public, l'espace public urbain, et comment s'articule cette mutation du centre avec la construction du territoire diocésain même. Du point de vue politique, maintenant, insistons pour finir sur le fait que l'invention du territoire qu'est le diocèse est strictement synchrone, j'insiste bien là-dessus, synchrone de l'émergence de la cité occidentale comme police, comme communauté civique sur le modèle de la commune. En ce sens, nos livres, qui ne travaillent pas à la même échelle, se croisent curieusement dans une interrogation partagée sur la genèse ecclésiale
de l'État moderne. Nous sommes d'accord pour reconnaître que l'Église ouvre la voie à l'État sous forme de transfert, et d'abord de transfert de sacralité. Mais dans cette genèse, le retour à la cité, avec toutes les formes d'instrumentalisation qu'offre la notion antique de police, adaptée à l'horizon chrétien par les maîtres scolastiques, permet aussi de montrer dans quelle mesure c'est l'Église elle-même qui se transforme au jeu des transferts affectant l'architecture globale de la société. Vous aurez reconnu ce qui est fort bien résumé par Patrick dans son introduction, ce qui est ma proposition de travail. On ne passe pas d'un terme à un autre, nous ne sommes pas dans un raisonnement binaire, mais nous sommes dans une modernité étatique qui est profondément travaillée par une présence renouvelée de l'Église. Et la transcendance à laquelle je fais allusion n'est pas une transcendance d'un monde hétéronome qui a besoin de Dieu. C'est une transcendance sociologique. On a besoin du tiers pour penser le dépassement des dialectiques qui suppose de faire du commun avec le chiffre 3, qui est celui de la Trinité. Merci de votre attention, et j'espère que sur cette base, nous avons une bonne matière de discussion du beau livre de Florian. Alors, nous sommes d'accord. C'est quand même des mots très durs. Peut-être que tu souhaites répondre tout de suite ou envoyer tes avocats. Je sais pas. Non, c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe concernant la question de la cité. Alors, je pense que ça a été bien dit, hein, mais il est évident qu'on ne l'utilise pas dans le même sens, au sens où moi, je pars de la définition romaine de la cité, de la civitas. En fait, c'est vrai que c'est pour ça que c'est plus commode peut-être de passer par le latin, pour le coup, de la civitas, à la fois ville, centre et territoire qui lui est subordonné, dans le cadre de l'économie romaine, notamment de la justice et de la fiscalité. Et finalement, ton point de départ, et même d'arrivée, je dirais, c'est la cité en tant que ville, pour le coup. En tant que ville, faisant communauté, mais dans le cadre de ce nouveau centre. Et ce qui est un des points, à première vue, sinon discordant, en tout cas vraiment, qui fait le départ entre nos deux ouvrages, c'est que finalement, dans ton séquençage chronologique, tu mets en avant, on va dire, l'émergence de la cité en tant que ville, alors que c'est vrai que dans mon parcours, moi j'ai tendance, en me focalisant sur l'évêque, et sur l'emprise, alors l'évêque et les chanoines qui l'entourent, j'ai tendance plutôt au contraire à montrer en fait un effacement de la ville au profit du territoire diocésain, au sens où après un temps où on va dire il y avait association nécessaire entre la ville et le territoire dans le contexte romain, effectivement, un des arguments que je porte avec d'autres, c'est ce repli sur l'évêché-cité, ce que j'appelle l'évêché-cité durant la séquence du Haut Moyen-Âge, enfin en tout cas postérieure au VIe siècle, le VIe siècle étant globalement plus du côté de la romanité. À partir du 7e, disons, un repli et un surinvestissement par l'évêque aussi du lieu ville, qui en revanche se retrouve dans mon parcours chronologique plutôt secondarisé, passé 1200, et en particulier avec ce phénomène qui pour moi, alors si je rebondis sur tes dernières suggestions, qui pour moi est plus le manifeste de nouveau d'un effacement ou d'un retrait épiscopal que d'un réinvestissement de la ville, qui est l'essor du quartier épiscopal et canonial. C'est-à-dire que c'est peut-être paradoxal, mais pour moi, le fait que justement ce soit désormais un quartier, et non plus la cité qui soit investie par l'évêque, mais que ce soit un quartier qui d'ailleurs fait l'objet désormais de plus en plus souvent dans les villes méditerranéennes, même d'une clôture. Enfin, c'est le moment où on construit quand même, les archéologues l'ont bien montré, bon, pour la Provence, mais aussi pour l'Italie, puis même pour des régions plus septentrionales, on construit des murs autour du quartier canonial où il y a des portes, et où donc finalement ça devient une petite ville à l'intérieur de la ville, on est bien d'accord, mais donc finalement l'évêque, par ailleurs, il se désinvestit aussi, où il est concurrencé ailleurs. Et donc il y a des compétiteurs qui n'existaient pas au Moyen-Âge, ou peu, les comtes, modestement, et là il y avait des configurations très variables d'une ville à l'autre. Et donc, moi ce que je perçois en ce qui concerne l'évêque, effectivement, sur le deuxième moment chronologique, qui est le moment qu'on a en commun un petit peu, au moins pour le XIIIe siècle, c'est ce paradoxe que la construction d'une souveraineté territoriale à l'échelle du diocèse s'accompagne d'un retrait urbain, mais pour le coup, alors c'est un paradoxe apparent,
parce que, au regard de ton propos, moi je pense que là, alors c'est ma lecture de ton livre, j'anticipe peut-être un peu, mais le fait que ce que tu montres, c'est l'émergence de ce modèle urbain ou citadin, hein, de la communauté politique entre XIIIe et, on va dire, XVIe siècle, il se fait quand même justement par marginalisation ou secondarisation, alors qu'on peut réinterroger comme tu l'as suggéré, mais justement de l'Église en général et de l'évêque dans l'espace urbain stricto sensu. C'est-à-dire, je pense que pour le coup, la question de la morphogenèse de l'espace urbain, l'évêque y participe, mais dans un cadre réduit, enfin délimité dans la seconde séquence. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, oui. Même si effectivement je m'arrête autour de 1200-1300 sans déborder sur la... Alors, je le perçois aussi dans les rituels, parce que, par exemple, les rituels urbains dans lesquels l'évêque a une, on va dire, pleine part, le rituel d'érogation, par exemple, c'est quand même assez fascinant de voir qu'on passe à un rituel qui, pour ce que l'on en connaît, en tout cas du parcours processionnel, fait le tour de l'enceinte de la cité au Moyen-Âge, à des rituels rayonnants depuis des sanctuaires périphériques vers la cathédrale, mais qui ne délimitent plus ou qui n'accompagnent pas finalement l'étendue de l'espace urbain, qui le parcourt. Et parallèlement, alors de nouveau, d'après les maigres sources dont on dispose, on a l'impression quand même que le peuple était associé, ou une partie du peuple était associée, on va dire, aux processions du Haut Moyen-Âge. Quand on a des descriptifs assez clairs pour le XIVe, XVe, c'est le clergé. Et donc là, moi je vois de nouveau une forme de déposition, ça devient un rituel clérical, essentiellement clérical, et qui investit l'espace urbain, mais qui le modèle moins, qui l'appréhende moins dans sa totalité, qui le... Voilà. Alors, donc, c'est à la fois un retour à la cité, mais un retour à la cité, je dirais, oui, à mes yeux réduite par rapport à ce que cela a été au Moyen-Âge. Si je peux répondre rapidement, parce qu'on reviendra peut-être sur cette question-là, en fait, je pense que c'est une question de plus d'approche que de contradiction, parce que, j'allais dire, du point de vue des pratiques sociales de l'espace, tu constates ce retrait. On pourrait très bien plaider la thèse inverse, j'allais dire au niveau des constructions idéologiques, qui est que l'évêque intègre parfaitement la dimension de la cité. Parfaitement, j'allais dire, il y a une espèce de thématique, alors tu me diras, elle n'est pas à proprement parler épiscopale, elle est de façon globale cléricale, mais j'allais dire, prenons l'exemple qui a été rendu fameux par Jacques Le Goff de la conception que se fait un exégète, qui est Guillaume de Vergne en l'occurrence, de ce qu'est la cité. Et montrant comment elle est structurée par rapport à une centralité qui est la centralité précisément, j'allais dire, de l'Église cathédrale, et par cercle concentrique, on va vers les faubourgs occupés par les laïcs. Une espèce d'idéal de ce qu'est la société à travers une topographie, bien sûr, imaginaire. Mais moi, je pense, si tu veux, que l'articulation des deux points de vue est tout à fait possible, et qu'il peut y avoir un retrait, ce que tu caractérises comme un retrait des pratiques, retrait urbain de la part de l'évêque du point de vue des pratiques sociales, et d'un investissement, parce que, j'allais dire, ils sont tous formés aux disciplines universitaires qui sont au cœur du débat, c'est-à-dire l'aristotélisme politique. Bon, ils sont formés à ces références où pour penser le social, il faut passer par la case cité. Donc moi, je pense que l'articulation des points de vue est parfaitement possible. Hein. Je ne veux pas être trop écuménique, mais en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'il y ait une véritable contradiction, simplement des approches par une documentation qui n'est pas forcément la même. Hein, oui. Alors là, vous avez d'emblée sauté à pieds joints sur votre espace commun, mais on pourrait peut-être revenir à la période antérieure, c'est-à-dire de la formation du diocèse par la puissance territorialisante de l'évêque. Au départ, quand même, moi j'ai une question sur cette idée d'une matrice ecclésiale, de la modernité politique, du territoire. Au début, enfin effectivement dans le premier, deuxième chapitre, lorsqu'il s'agit au fond de construire le diocèse par la pratique rituelle et clientélaire, en quoi c'est l'Église ? Alors, parce qu'après, il y a une sorte pourquoi l'évêque est un homme d'église? Ben oui, en quoi c'est l'Église? Absolument. Oui. Par rapport effectivement, à d'autres instances, donc voilà,
le cadre féodal global. Alors, juste, je remonte un tout petit peu en arrière, avant de répondre vraiment directement. Sur, malgré tout, la rupture avec Rome. Sur le plan, justement, des usages, je dirais, du territoire. Moi, juste pour donner un petit élément de mon point de départ, en fait, de cette relecture, c'était un document qui était... c'est un point de départ vraiment documentaire qui est issu du Second Moyen-Âge, qui est un canon du Concile d'Avignon de 1209, qui concerne la Provence et qui concerne une petite région, une vallée, ce qu'on appelle la vallée de Trèves, qui est entre Aix et Marseille. Et en 1209, on a une expression sous la plume d'un légat pontifical qui dit, bon voilà, cette vallée n'appartient à aucun diocèse, elle est acéphale. C'est le terme qui est utilisé. Et moi, j'avais été vraiment, à la fois vraiment très intrigué, interloqué et stimulé par cette interrogation documentaire qui, voilà, alors on est au début du XIIIe siècle, dans une région de romanisation poussée, de densité des sièges épiscopaux aussi, où ils sont quand même très proches les uns des autres, de densité de population aussi relative, le tissu ecclésial, il est quand même pour partie aussi carolingien, même si on n'a pas de documentation écrite, on a des documentations archéologiques qui montrent qu'il y avait quand même une densité, pas des régions désertées. Et en fait, là, on a un espace qui est présenté par un légat pontifical. Alors, il y a un effet polémique, hein, en partie, c'est évident, parce qu'il y a l'enjeu du versement de la dîme. Il constate qu'il verse la dîme à personne, donc voilà. Donc, c'est un regard qui est bien sûr animé par une intention. Mais ce n'est pas de l'ordre de l'impensable, de l'impensé, qu'un espace puisse se déclarer acéphale. Alors, c'est sur cette base-là, en fait, que j'ai été amené à m'interroger, non plus, à sortir de l'historiographie, entre guillemets, traditionnelle, qui est celle de la géographie historique du XIXe siècle, qui s'intéresse à la question de l'évêque et du territoire uniquement sous un angle, on pourrait dire, morphogénétique, c'est-à-dire qui s'intéresse à la genèse d'une forme territoriale. Et uniquement là-dessus, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, on s'interroge vraiment sur la perpétuation d'une forme. C'est une approche très géographique, géologique, presque même en fait, du territoire. Hein. Voilà, on a des formes, elles ont leur vie propre, elles sont héritées, elles se transmettent. Et voilà. Donc on travaille sur les formes. Et au regard, j'avais donc, et là j'en viens à ta question, j'avais une documentation, je dirais, des 7e, 8e, 9e siècles, qui ne s'intéressait pas, sauf extrêmement ponctuellement un peu au 9e siècle, qui ne s'intéressait pas, on va dire, à des formes, qui s'intéressait au contrôle de lieux, les églises, en tant que c'était les lieux qui, justement, polarisaient des pratiques sociales, l'assistance à la messe, l'inhumation, le versement déjà éventuellement de la dîme, le versement des oblations, un certain nombre de rituels qui leur étaient associés, éventuellement déjà aussi les pratiques funéraires, les inhumations, donc des pratiques qui étaient associées à des lieux polarisateurs de pratiques sociales, et puis qui s'intéressaient à des personnes, les desservants, pour lesquels l'emprise épiscopale était contrariée par toute une série d'intermédiaires gênants qui pouvaient être des grands laïcs, qui pouvaient être des moines, qui pouvaient être d'autres évêques voisins. Ce n'était pas forcément non plus... Et donc voilà, donc j'avais un hiatus là assez frappant. Alors, effectivement, ces pratiques, on pourrait dire, sociales associées à des effets de polarisation de lieux et au contrôle de personnes, on peut dire, au regard de l'historiographie générale, on va dire, de la société du Moyen-Âge, qui ne sont pas des pratiques spécifiquement ecclésiales. Puisque, effectivement, on a des pratiques aristocratiques qui peuvent passer par... Alors, je nuancerai, c'est-à-dire que je pense que la question du contrôle des personnes, elle est aussi frappante dans la documentation, entre guillemets, concernant les laïcs. La question des lieux, c'est plus complexe, à mes yeux, parce que je pense qu'il y a vraiment, avec le lieu ecclésial et le surinvestissement par le rite et par justement l'ordre, enfin le sacrement d'ordre, on a un lieu spécifique, comme tu dis, on a un lieu spécifique parce qu'il concentre la médiation avec le sacré, qui n'a que des équivalents, je dirais, modestes dans le champ des pouvoirs laïques. Ça existe, il y a des lieux qui peuvent, pour le palais, éventuellement la résidence de chasse, on a des lieux laïques qui potentiellement peuvent concentrer comme ça des usages ou des pratiques sociales, mais je pense qu'ils sont quand même beaucoup moins efficaces
en quelque sorte, que les lieux ecclésiaux. Là, il y a une spécificité, je pense, de l'emprise épiscopale qui lui donnait d'ailleurs les moyens, de manière plus efficace que les pouvoirs laïques, de pénétrer justement les autres dominations déjà. Je voudrais ajouter deux mots parce que, évidemment, j'espère pour le public, la question paraît au plus aigu de nos débats, mais c'est un véritable enjeu, effectivement, que la question que tu poses, Patrick. Mais en quoi est-ce qu'une pratique épiscopale est forcément prima facie ecclésiale ? Est-ce que nous ne sommes pas, nous, les historiens de l'Ecclésia à long terme, est-ce que nous ne passons pas notre temps à nous auto-persuader de cette référence princeps ? C'est une véritable question. Et moi, je pense que Florian nous donne des pistes que tu ne résumes pas forcément dans le débat d'aujourd'hui, qui sont que l'évêque, et quand même l'évêque du Haut Moyen-Âge, est par définition un être double. C'est-à-dire, il y a une porosité des sphères entre l'ecclésial et, on va dire, le civil, faute de mieux pour qualifier, qui est vraiment une caractéristique pour nous dans la périodisation. Alors, les médiévistes peuvent intervenir. Mais enfin, disons que, fondamentalement, l'évêque du Moyen-Âge est un être ambigu dans sa double valence. Et que si on veut, sur cette base-là, précisément, mettre un terme un tournant, un terme de renversement dans la problématique que l'on constitue, c'est-à-dire en quoi est-ce que de l'ecclésial va forger de l'institution, je pense que ce tournant qui est celui de la séparation des sphères, en tous les cas, idéalement, la séparation des sphères, une détermination à proprement parler de ce qu'est l'ecclésial et qui va définir proprement l'évêque, et c'est précisément ce que tu proposes dans cette espèce de mixte entre pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Là, on a un véritable point de départ qui est important, je crois, pour la problématique que tu dégages. Et juste un petit ajout, mais qui va tout à fait dans ce sens-là. D'ailleurs, justement, la domination aristocratique, y compris familiale, parentellaire, qui passe par le contrôle du siège épiscopal et de la dévolution de la fonction épiscopale, il est double et il permet mais en même temps, il révèle aussi ce qu'il y a peut-être de, entre guillemets, spécifiquement ecclésial. C'est-à-dire que c'est par le contrôle de la fonction épiscopale que la domination aristocratique a aussi accès à une certaine emprise. Et en particulier une emprise, par exemple, sur des monastères épiscopaux. Alors, en soi, la domination sur les monastères n'a rien d'ecclésial en tant que tel. Mais c'est une voie d'accès, parmi d'autres, éventuellement privilégiée, notamment pour les monastères urbains. Et c'est une voie d'accès aussi, je pense, à un contrôle des sanctuaires, pour le coup. Et on retombe sur la thématique du lieu sacré. C'est-à-dire, de nouveau aussi, les grands eux-mêmes, ils avaient une emprise directe sur les églises. Mais c'est vrai que, via l'évêque, on pouvait enrichir, je dirais, à la fois quantitativement et qualitativement la panoplie de l'emprise sur les lieux ecclésiaux, qui sont des lieux polarisateurs, justement, pour les communautés, je dirais, locales, les communautés rurales, paysannes. Et donc, par conséquent, c'est à travers le contrôle de ces lieux et de la figure du desservant aussi que, concrètement, peut se déployer une domination aristocratique. Enfin, quand on a des dossiers carolingiens, qui ne sont pas très nombreux, mais pour la Bretagne, par exemple, autour de Redon, on a un très beau dossier quand même, alors qu'il n'est pas que monastique, puisque c'est enregistré dans un cartulaire monastique, le cartulaire de Redon, mais on a de la documentation même instrumentée par des laïcs, ce qui n'est pas fréquent pour le IXe siècle. On voit bien la manière dont, justement, le contrôle épiscopal, déjà sur certaines églises, donne accès, finalement, à un contrôle sur la communauté locale, qui est plus puissant parce qu'il est médiatisé par le desservant et par le lieu sacré que s'il ne l'était que par la possession de terre ou la possession d'un équipement seigneurial, moulin ou autre. Donc, alors j'ai l'œil sur l'horloge pour maintenir à parts égales la discussion des deux livres. C'est le moment d'ouvrir un débat sur le premier. Donc merci à toi pour l'invitation et puis pour cette forme aussi de lecture croisée qui est quand même, je trouve, assez stimulante. C'est toujours bien d'avoir au moins un lecteur attentif. Et puis merci à Dominique aussi d'accepter de se soumettre ainsi quand même à un regard
je dirais, bon, je ne suis pas un petit jeune, mais je suis quand même plus jeune que toi. Je viens après, je m'inscris dans une postérité aussi historiographique vis-à-vis de tes travaux, c'est très clair, hein, et je le revendique. Et puis, un regard qui est aussi en partie décalé par nos champs chronologiques, on va dire, de travail, puisque, bon, si on partage le XIIIe siècle, malgré tout, effectivement, moi, je suis beaucoup moins familier des XIVe et XVe siècles, a fortiori du XVIe, qui constitue quand même, je dirais, la substance de ton travail. Donc c'est un regard peut-être par certains côtés aussi être un peu frustrant, et je m'en excuse. Donc moi je vais, dans le temps qui m'est imparti, aborder 3 points d'inégale importance. Dans un premier temps, je vais revenir sur le projet tel qu'il m'apparaît. Dans un deuxième temps, la mise en lumière des grandes lignes de fait, là aussi telles qu'elles m'apparaissent. Et enfin, quelques éléments de questionnement issus de ce regard extérieur, prolongeant un petit peu l'exercice de doute méthodologique qui donne, je trouve, une allure tout à fait singulière à ton travail, et différente pour le coup de La Maison Dieu, qui est cet épilogue où tu reviens finalement sur l'ensemble de la démonstration et tu la remets en doute, et tu l'interroges et tu la questionnes, invitant finalement voilà, toutes les appropriations successives à se manifester à leur tour. Donc le projet tout d'abord, donc, comme ça a été dit tout de suite, c'est le deuxième volet d'un diptyque, c'est évident, c'est un prolongement de La Maison Dieu. Il s'agissait de dépasser l'horizon 1200 fixé à ce premier travail, La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église entre 800 et 1200, paru en 2006, qui se fixait comme objectif donc l'étude de l'émergence, de l'épanouissement, de la métonymie entre l'Église institution, l'Église avec un grand E, donc, et l'Église bâtiment avec un petit e, ceci dans un cadre plus général qui était celui de la coextension, comme ça a été rappelé aussi, ou du recouvrement entre ecclésia et société chrétienne. C'était une entreprise qui partait, se nourrissait d'une réflexion sur l'espace dont il a déjà été fait mention, et des rapports surtout entre espace et société, avec l'idée fondamentale que donc l'Église en tant qu'institution se dit de manière privilégiée à travers le lieu de culte, pensé, vécu, pratiqué comme un lieu spécifique en ce qu'il concentre la médiation du sacré. De là le rôle central donc, qui est donc attribué au rapport au lieu dans la fabrique du social, ou bien, autre formulation qui est utilisée par Dominique, de l'inscription du social dans l'espace, dans la postérité déjà des travaux et d'un dialogue mené avec les archéologues et puis avec les travaux de Michel Lauwers sur l'espace cimmitérial. Donc on a bien une constellation historiographique relativement cohérente. Alors dans ce cadre-là, dépasser l'horizon 1200 revêt à la lecture de l'ouvrage une double signification. La première signification, c'est donc le fait que l'Église apparaît de moins en moins, dans la séquence chronologique 1200, 1500 ou 1200, 1600, on y reviendra, apparaît de moins en moins comme le tout du social, pour reprendre la formulation de Dominique. L'Église apparaît de moins en moins comme le tout du social, ça renvoie à la fois, je dirais, à la question de l'émergence donc d'une sphère civile plus ou moins autonome de la sphère ecclésiale, et à la question du processus de sécularisation, avec tous les guillemets qui s'imposent, et surtout l'infinie variété des sens donnés à ce concept par les différentes sciences sociales, mais aussi par les différentes traditions nationales. C'est-à-dire qu'un des enjeux de la première partie, j'y reviendrai, c'est justement de mettre à plat un petit peu le langage commun ou faussement commun finalement des historiens à ce sujet. Et dans ce cadre-là, la notion de sécularisation, elle est bien sûr éminemment problématique. Donc, première signification, voilà, un effacement relatif de l'Église vis-à-vis de l'émergence d'une sphère civile. Le deuxième enjeu, je dirais, du projet du dépassement de l'horizon 1200, c'est après ou avec l'Église, et là il y a on va dire une alternative qui anime véritablement justement l'épilogue et ce questionnement porté par l'ouvrage. Donc après ou avec l'Église, une autre figure se présente comme l'incarnation majeure de la communauté, et notamment de la communauté politique, à savoir la ville. Ceci dans un contexte qui est brièvement évoqué, mais qui n'est pas le sujet de l'ouvrage, qui est le contexte d'essor urbain sans précédent depuis l'Antiquité à partir du XIIe siècle, même s'il est surtout, on va dire, concentré dans certaines régions d'Europe, et l'affirmation parallèle
de la cité politique comme communauté, voire même comme commune, dans le cadre notamment du laboratoire italien, mais bien sûr des communes, on en a aussi ailleurs. Alors, de nouveau, l'élément, et là c'est un élément de continuité entre la Maison Dieu et Cité de Dieu, Cité des Hommes, c'est comme ressort, je dirais, à la fois problématique et méthodologique, le travail sur une formule métonymique, la ville comme métonymie de la Cité des Hommes, comme métonymie de la société, une formule métonymique qui vient prolonger, se substituer ou au contraire s'associer à la formule métonymique antérieure de l'Église-bâtiment et de l'Église-institution. Deux formules métonymiques qui restent fondées sur un rapport à l'espace, avec toutefois au passage un décalage, puisque dans la première formule d'avant 1200, c'est bien un lieu qui sert de ressort à la métonymie, alors que dans la seconde séquence, donc post-1200, Cité de Dieu, Cité des Hommes, même si des lieux sont présents dans la ville, à commencer par la cathédrale, c'est la cité comme architecture, et l'urbanisme comme clé d'entrée dans la démonstration, clé de voûte des nouvelles représentations de la société, qui sont explorées. L'architecture et l'urbanisme, et non donc on va dire des constructions de la ville plus que des lieux urbains. Étant donné qu'ici, comme territoire dans mon ouvrage, la notion d'urbanisme, elle est assumée comme telle et utilisée comme telle à propos de discours du XVe siècle notamment, même si le terme en lui-même et le concept n'apparaissent que dans les années 1860. Donc là, on est dans la revendication donc, de la légitimité de ces catégories exogènes pour la réflexion historique. Donc dans ce cadre-là, une interrogation première de l'ouvrage porte sur le réaménagement de l'ordre institutionnel, et ce qui se présente donc à première vue comme un effacement de l'ecclésial et une substitution, ou même un grand remplacement, si l'on veut, de l'Église par la ville, de la formule métonymique Église-Église par la formule métonymique ville-cité, pour définir la société, voire la société politique. Et puis à cette interrogation première, s'ajoute une interrogation dérivée, je dirais, sur ce qu'il advient dans ce nouveau contexte de l'Église, de l'ecclésial, du modèle ecclésial. Et à l'horizon de ces deux interrogations figure, comme l'a rappelé Patrick en introduction, donc la question, une interrogation même plus large sur la modernité. Cette interrogation, elle est explicite dans l'introduction, elle est de nouveau explicite et véritablement déployée dans l'épilogue. Avec une double ambition, je dirais, celle de rétablir sur le plan chronologique du lien et de la continuité entre Antiquité et temps moderne, en restituant au Moyen-Âge toute sa place, notamment contre, parce qu'on est bien là dans la polémique, contre les schémas dominants de la philosophie politique qui passent en quelque sorte directement d'Augustin à Machiavel. Première ambition, donc, retisser une continuité chronologique. Deuxième ambition, restaurer le rôle donc matriciel de l'Église dans le processus et la genèse de la modernité, et non seulement justement sur le mode de l'effacement ou de la substitution. Ceci dans le cadre d'un essai fondé sur un dialogue constant avec les sciences sociales, et en particulier donc la philosophie politique et la sociologie, et un jeu d'aller-retour entre les questionnements issus de ces sciences sociales et l'examen de dossiers documentaires, textuel ou iconographique, et c'est indéniablement un livre de très grands lecteurs qui nous initie, nous fait découvrir ou nous fait reparcourir tout un panorama véritablement des sciences sociales depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Donc, à la différence de la Maison Dieu, me semble-t-il, on reste en revanche ici plus résolument dans le champ des représentations, des discours sur, par le texte ou par l'image, mais des discours sur les sources, on va dire, pragmatiques, étant évoquées plutôt sur un mode historiographique, par exemple tout ce qui est dit et repensé, réarticulé de l'écrit pragmatique des institutions urbaines, des institutions municipales, notamment au XIIIe siècle, en contexte italien ou en contexte languedocien, ou tout ce qui est dit aussi des cérémonies ou des rituels urbains de la fin du Moyen-Âge. Voilà pour le projet intellectuel qui anime cet ouvrage, qui est donc très ambitieux. Deuxième moment de ma présentation, les grandes lignes de fait, les grandes thèses finalement de l'ouvrage. Donc comme je l'ai dit, il y a une première partie
qui consiste en une longue mise au point historiographique et terminologique sur les concepts utilisés et que je ne vais pas reprendre même brièvement. Donc c'est à ce moment-là que Dominique Féhin sort à la question de la cité, de l'Église, de l'État, de la sécularisation, vous voyez, que des petits concepts. Je pointerai juste deux choses. La notion de cité, comme on l'a déjà dit dans la discussion, elle est résolument pensée comme communauté politique. C'est la cité en tant qu'elle est, finalement, ce qui organise la société. Et la notion d'église, elle est aussi d'emblée posée, et c'est un prérequis qui est, de cette manière, exigé du lecteur, elle est d'emblée posée comme ayant part au social. Pour faire vite, dès le présupposé historiographique, c'est que dès les 2e, 3e siècles, l'Église institution a assumé son insertion dans le monde terrestre et sa volonté d'investir celui-ci pour le changer. L'ecclésial est donc toujours un social, et ce point, qui peut nous sembler par certains côtés un peu évident en tant que médiéviste, c'est un rappel qui est tout de même nécessaire, puisqu'il y a tout un pan de la philosophie politique, et si mes souvenirs sont bons, là on est dans le cadre d'une discussion notamment des travaux de Pierre Manant, je crois, qui on va dire, qui adhère par certains côtés un peu naïvement, je dirais, à une vision évangélique de l'Église, qui la pense comme fondamentalement voulant toujours s'extraire du monde terrestre. Donc on est là, dans au contraire, un présupposé fort sur le plan, je dirais, épistémologique, de poser l'Église comme étant partie prenante du social, et de manière, je dirais, explicite en tant qu'institution dès les 2e, 3e siècles. Alors sur cette base, la démonstration s'organise en deux principaux volets qui correspondent aux 2e et 3e parties de l'ouvrage. La première partie, c'est donc, en quelque sorte, de manière très schématique, la fin de l'Église comme tout du social, et je cite, « l'élaboration de la ville comme universelle de l'édifice, c'est-à-dire comme cadre bâti, constitutif des lieux et de l'espace, eux-mêmes définis comme publics. » Et donc cette démonstration, elle s'appuie essentiellement sur la mise en relief du rôle décisif de l'aristotélisme politique et de son appropriation en contexte scolastique à partir des années 1250. Là, un des effets de cette fin de l'Église comme tout du social, c'est donc que l'Église ne se confond plus de fait avec la société, ne recouvre plus, on va dire, l'étendue de la société, et que la métonymie du temps d'avant 1200, Église-institution, Église-bâtiment, est elle-même inquiétée, à partir du XIVe siècle notamment, par l'occamisme, avec l'essor de tout un courant, alors qui n'est pas forcément exclusif, loin de là, qui n'est même pas forcément dominant dans l'institution, mais qui existe à partir du XIVe siècle, de dématérialisation, pourrait-on dire, de l'Église comme communauté, de pensée d'une Église spirituelle distincte, dissociée, on va dire, de son incarnation institutionnelle. Donc elle ne se confond plus avec la société, elle n'est plus non plus forcément pensée exclusivement ou complètement comme institution. D'où un découplage du théologique et du politique qui permet l'émergence d'une pensée politique autonome, et je cite de nouveau, la réduction de l'Église au régime commun des modèles politiques, et parallèlement la réduction du clergé à un groupe social ou à une corporation parmi d'autres, à un des corps intermédiaires qui préside à l'organisation de la société tardo-médiévale. Ça, c'est le premier volet de la démonstration qui occupe la 2e partie. Le second volet de la démonstration, qui occupe la 3e, c'est donc la description de l'apparition d'un véritable urbanisme attribuant à la ville la fonction sociale et politique de faire la cité. C'est à travers, en particulier, donc, le laboratoire urbain italien que cette fonction est explorée. Et la notion de laboratoire ici, qui est donc, là je cite de nouveau l'ouvrage, elle s'entend, me semble-t-il, à trois niveaux. Elle s'entend tout d'abord par rapport à l'expérience institutionnelle communale. Et donc là, il y a un laboratoire institutionnel lié véritablement à l'expérience communale et à ses multiples prolongements. C'est dans ce cadre-là que sont explorées notamment l'émergence d'une éthique civique ou d'une éthique citoyenne, si l'on veut, propre, distincte
on va dire, de l'identité chrétienne des fidèles. La question aussi de la communication politique, par la rhétorique ou par l'emblématique. La question aussi des pratiques, justement, de l'écrit pragmatique en milieu urbain, la gestion de l'écrit par les institutions municipales, notamment, et la question de la religion civique, donc de l'appropriation par les institutions municipales aussi, la prise en charge par les institutions municipales d'un certain nombre de rituels et de cultes ecclésiaux. Donc ça, c'est le premier sens, je dirais, qui est attribué à la notion de laboratoire, appliqué dans le cadre du champ italien. Le deuxième usage qui est fait de la notion de laboratoire renvoie à l'émergence d'un espace public, on va dire, sécularisé. Un espace public sécularisé qui échappe donc à l'emprise de l'institution ecclésiale et qui devient aussi la scène des spectacles du pouvoir, pour le coup parfois aussi du pouvoir ecclésiastique, mais de tous les pouvoirs, et notamment des pouvoirs laïques ou civils. Troisième usage qui est fait de la notion de laboratoire, c'est en lien avec l'apparition d'un premier discours urbanistique, c'est ce qui retient le plus longuement l'ouvrage, à travers les premiers traités d'urbanisme, et la mise en valeur, notamment des connexions qui se nouent entre justement l'urbanisme, la pensée politique et la science des classifications sociales. Une description de la société et de l'organisation des sociétés à travers des pratiques de taxinomie, de classification de la société. Et ces connexions, l'étude de ces connexions, là, elle est menée assez largement au-delà, je dirais, de 1500, jusqu'à un XVIe siècle et même un XVIIe siècle très, très prolongé. Alors, ce deuxième volet de la démonstration, donc lié à notamment à l'exploration de ce laboratoire italien, il aboutit in fine à ce qu'on pourrait appeler une remontée chronologique des caractéristiques de l'âge classique de la modernité telles que Foucault les a définies, jusqu'aux années 1200, jusqu'au XIIIe siècle. Remontée, on va dire, du XVIIe siècle au XIIIe siècle, ces caractéristiques de l'âge classique de la modernité étant principalement le lien justement entre architecture et pouvoir, en termes de discours, en termes de pensée de la communauté politique, l'affirmation d'une science de l'administration fondée sur des pratiques de l'écrit, et justement la maîtrise d'ensemble des taxonomies, donc des descriptions classificatoires de la société. Alors les conséquences de ces deux volets, fin de l'Église comme tout du social, apparition d'un véritable urbanisme attribuant à la ville la fonction de faire la cité, sont nombreuses et sont véritablement l'objet du livre. Donc là, je reste sur les grandes lignes de fait, mais je m'extrais de la structure, je dirais, explicite de l'ouvrage. Le point majeur, c'est que donc l'Église apparaît comme la matrice institutionnelle essentielle des formes de gouvernement des hommes, y compris dans la séquence chronologique après 1200, et un monde social, la ville, où toute une tradition historiographique voudrait justement la déclasser. C'est véritablement le cœur, je dirais, de la thèse. Et cette matrice, ce rôle de matrice institutionnelle, il est repéré notamment à travers cette notion qui a déjà aussi été évoquée, des transferts de sacralité de l'Église vers l'État et ou la cité, avec toute une série de nouveaux enrichissements d'une veine historiographique qui est explicitée et qui est bien fournie, et qui ne se résume pas, je dirais, aux travaux de Kantorowicz sur justement la pontificalisation de la souveraineté ou de la majesté. Des transferts de sacralité qui se manifestent à la fois simultanément sur le plan matériel et culturel, et dont on a de très nombreux, on va dire, mini-dossiers dans l'ouvrage. J'en citerai juste 3 pour donner des éléments un peu concrets à la notion de transfert de sacralité telle que l'utilise Dominique. On a par exemple le poids du modèle architectural de l'église monument et du modèle architectural et du modèle décoratif de l'église monument sur la forme même des premières maisons communes, des premiers hôtels de ville, jusqu'au seuil de la Renaissance et l'apparition de modèles plus classiques faisant référence à l'antique. Deuxième exemple, le rôle majeur du modèle, sur la base des travaux notamment, si mes souvenirs sont bons, d'Étienne Hanheim, du modèle curial pontifical pour les cours laïques, la question du statut de l'artiste, mais la question aussi des rituels de cours, et l'accent mis sur le caractère nécessaire de cette matrice pontificale pour les cours laïques,
avec et finalement est récusé la possibilité d'une voie séculière, sui generis en quelque sorte, à l'émergence de ces pratiques curiales des XIVe et XVe siècles. Troisième exemple, l'évolution de la figure ancienne du souverain constructeur d'édifices et constructeur, y compris d'ailleurs d'édifices ecclésiaux, parce qu'il était chef de l'Église, en figure du souverain comme bâtisseur, toujours d'édifices, y compris d'églises, mais parce qu'il est sage, parce qu'il est dépositaire d'un savoir. Donc, matrice ecclésiale qui s'incarne concrètement dans des transferts de sacralité, on pourrait dire démultipliés. Matrice ecclésiale aussi dans le fait que la pensée de la ville comme édifice social, comme architecture de la société, elle se fait à travers le moment scolastique d'appropriation de l'aristotélisme politique. Et donc là, il y a un moment d'histoire intellectuelle qui est défini comme majeur, qui assure via finalement la scolastique la bascule d'une métonymie à l'autre, en quelque sorte, de la métonymie de l'Église à la métonymie de la ville-cité, communauté politique. Troisième élément que j'ai repéré lié à cette, qui vient justifier et nourrir cette idée d'une matrice ecclésiale de la modernité, c'est la promotion de la ville comme scène privilégiée désormais, donc en lieu et place de l'Église, des liturgies du pouvoir et de l'exhibition spectaculaire des souverains, avec des développements qui nous mènent de l'apparition des statues équestres jusqu'aux grandes places royales. Donc là, on est dans une chronologie plus longue jusqu'au XVIIe siècle, voire XVIIIe. Enfin, un dernier point de ces grandes lignes de fait de l'ouvrage, c'est donc ce qu'il advient de l'Église dans cette séquence, par un effet retour, en quelque sorte, au modèle ecclésial d'avant 1200. Qu'en subsiste-t-il ? On pourrait le résumer, alors je ne sais pas si c'est abusif, parce que c'est peut-être uniquement un artifice rhétorique, mais je trouve qu'on peut le résumer en reprenant ce qu'il advient, ce que tu montres qu'il advient dans l'introduction, et puis plus loin, autour de la page 120-130, de l'Église bâtiment qui en était la métonymie. De cette manière, c'est à travers ce qu'il advient de l'Église bâtiment que, à mon avis, on peut le mieux saisir ce que tu penses qu'il advient, je dirais, de l'Église, dans ce moment qui précède le doute de l'épilogue. C'est tout d'abord une fragmentation interne. Dans le cadre de l'Église bâtiment, c'est la mise en relief du compartimentage croissant de l'espace intérieur des églises, que l'on peut percevoir comme une image de la fragmentation interne de l'institution ecclésiale. Deuxième élément, c'est la dépossession relative des clercs, dont on peut voir une incarnation très concrète dans le fait qu'ils ne sont plus les seuls organisateurs des rituels dans les églises mêmes, et que l'Église en tant que lieu n'est plus qu'un pôle rituel parmi d'autres, dans les villes comme dans la société politique. Troisième élément de ce qu'il advient de l'Église dans cette séquence, c'est l'inclusion de l'ecclésial dans le politique, une forme de renversement, qui est parallèle, me semble-t-il, à la banalisation de l'Église bâtiment au sein des édifices et lieux publics de la cité. Elle continue de jouer un rôle majeur dans la construction de cet espace public, mais c'est un rôle parmi d'autres lieux, parmi d'autres édifices. Voilà ce que j'ai retenu à très grands traits, très schématiquement, je dirais, de la démonstration. J'en viens donc pour finir à quelques questionnements qui sont issus essentiellement aussi du lieu où je me situe, au carrefour finalement de ce lieu et de ma lecture. Donc des questionnements, des interrogations et des points un petit peu de scepticisme ou de réserve sur certains aspects qui appellent à la discussion. Premier point, je dirais, sur de quelle société parle-t-on ? À quel tout social, pour reprendre ton expression, renvoie le modèle ecclésial d'une part, le modèle urbain d'autre part. Est-ce que tu parles toujours de la même chose ? Moi, tu utilises tour à tour donc cette expression de tout social, de société ou de société politique, mais il m'a semblé qu'il y avait un écart entre les deux sociétés auxquelles étaient référés ces deux modèles. Dans le modèle ecclésial d'avant 1200, il s'agit bien, je dirais simplement, de toute la société chrétienne, étant entendu qu'il s'agit donc d'une société des fidèles, bien sûr, dont sont exclus les juifs, les musulmans, les hérétiques. Mais c'est quand même, ça se présente comme une société totale, véritablement englobante. Dans le modèle urbain citadin,
il y a certes dans les discours un idéal de société, enfin une idée de société idéale, par conséquent un horizon qui est aussi totalisant. Mais finalement, on est quand même dans une société qui est essentiellement une société politique, et une société politique où les élites urbaines ou urbanisées ont une place, mais dont les ruraux ou les paysans sont au moins implicitement exclus. Et il me semble percevoir dans, on va dire, la progression chronologique schématique, disons, d'un modèle ecclésial à un modèle urbain, une réduction aussi du champ, on va dire, du social auquel renvoie chacun de ces modèles. Alors c'est peut-être abusif, c'est peut-être une mauvaise lecture. Et il m'a semblé en regard que l'autre modèle politique de la modernité que tu évoques en introduction, et puis d'ailleurs de manière un peu transversale, qui sont les modèles beaucoup plus explorés par les gens qui travaillent en philosophie politique de la modernité, qui sont les théories du contrat, sont des théories qui, malgré tout, pensent explicitement le lien social et l'unité de la société globale en prenant en compte l'ensemble des ruraux, des paysans, l'ensemble des populations, et pas uniquement, je dirais, la société politique urbanisée. Et donc, je me demande si finalement ces théories du contrat, est-ce qu'elles sont aussi marginales? Enfin, ton propos, on voit bien, c'est de privilégier ce modèle urbain. Est-ce qu'elles sont si marginales par rapport au modèle urbain? Est-ce qu'elles ne jouent pas finalement sur des tableaux un petit peu différents, à partir du moment où elles continuent de se situer dans un tout social comme le modèle ecclésial, alors que le modèle urbain serait un modèle, je dirais, volontairement restreint à un champ qui est celui d'un monde où l'on décide que les villes occupent la première place. Deuxième questionnement qui lui est un peu lié, c'est l'articulation entre la cité et l'État. Donc tu montes, tu le dis d'ailleurs explicitement à un moment, par exemple, la chose publique tardo-médiévale est appropriée par la communauté politique aux dépens de l'Église. Et la communauté politique, là, c'est une expression qui renvoie tantôt au royaume, tantôt à la principauté, tantôt à la commune. Et donc moi, j'ai été interrogé par l'écart, malgré tout, entre ces formes de communauté politique et la mise en avant de l'une d'entre elles, en l'occurrence la commune. Quelle articulation tu fais entre le royaume, d'une part, ou la principauté territoriale, d'ailleurs, qui, à mon avis, se recouvre, puisqu'elles englobent des villes, voire même une capitale, mais aussi des espaces, et le modèle urbain, la ville. L'idée notamment selon laquelle, tu dis, il reste toujours quelque chose de structurel de la cité et du modèle communal dans l'État. Moi qui suis moins familier des terrains italiens, ne me semble pas si évidente. C'est-à-dire que le discours sur la ville ne me semble pas toujours le tout des discours sur la société et sur l'espace public, y compris à l'époque tardo-médiévale. Et il me semble qu'il y a des situations, et je ne suis pas expert de ces espaces-là, non, mais il me semble qu'il y a des situations où le modèle communal ne semble avoir aucune part. Quand je vois le cas anglais, je n'ai pas l'impression que ça soit très central, y compris dans des pratiques qui peuvent être liées à ces discours, comme par exemple l'écrit pragmatique laïque, qui me semble pas spécialement lié à des contextes communaux dans l'espace ou urbains dans l'espace anglais, mais aussi lié directement à la monarchie, en fait. Donc ça pose de nouveau la question, je dirais, du territoire. Alors c'est la même question que précédemment, sauf que c'est pas le tout social, là c'est le tout territorial. C'est parce que finalement on a une focalisation sur le cas italien qui ne conduit pas finalement à surévaluer, je dirais, la part de la ville dans ce modèle politique de la modernité. D'où, troisième questionnement qui en découle, c'est une interrogation sur la géographie et la chronologie. C'est-à-dire, moi ce qui me frappe, c'est la différence de nature entre un temps du modèle ecclésial, celui de la Maison-Dieu, 800-1200, qui m'apparaît de l'extérieur comme beaucoup plus unifié, même s'il n'est pas homogène. Il y a bien des églises régionales et des fortes différences, mais malgré tout, le modèle ecclésial, il se présente comme véritablement universel, unifié. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard à mes yeux si c'est le moment où il y a une compétition entre plusieurs universalismes, l'Empire, l'Église, qui s'achève dans ces années 1200. Et au regard, le modèle 1200-1500 me semble renvoyer à une géographie, à une chronologie plus complexe et qui est même encore accentuée par la fracture ou les fractures de la Réforme, parce que pour le coup, en plus, tu montres bien qu'il y a vraiment une veine luthérienne, une veine calviniste qui sont assez distinctes. Et donc, cette géographie plus complexe, elle me renvoie aussi à parfois une certaine ambiguïté du terme chronologique.
C'est-à-dire que tu es sur une séquence 1200-1500, mais souvent, tu prolonges au 16e et au 17e dans certains domaines. Et à travers notamment l'exploration des discours d'individualité, mais où les configurations institutionnelles et ecclésiales parfois passent à l'arrière-plan, alors qu'elles sont au cœur des travaux des spécialistes de philosophie politique moderne, et qu'elles pèsent, me semble-t-il, pour les connaissances certes superficielles que j'en ai, mais qu'elles pèsent, me semble-t-il, sur ce qu'ils estiment être, eux, la persistance ou l'effacement du modèle ecclésial ancien. C'est-à-dire vraiment les configurations institutionnelles et ecclésiales qui sont désormais fragmentées à partir de 1200 et plus encore à partir de 1500, pèsent vraiment, je dirais, sur le ratio entre modèle nouveau et modèle ancien. Et donc, est-ce que ce modèle urbain, de nouveau, il est si, on va dire, dominant? Au bout du compte, ça revient à cela. D'où, et ce sera mon dernier questionnement, mon interrogation sur l'épilogue, qui opère une forme alors, c'est à la fois un moment de doute, où tu reviens sur, je dirais, la démonstration en la réinterrogeant, et en particulier en réinterrogeant justement ce qu'elle pourrait avoir de trop théologique, finalement. Le passage d'un temps de l'Église à un temps de la cité, et où tu réintroduis de la complexité dialectique dans la relation entre les deux modèles. Le terme de dialectique, tu l'explicites, page 459, c'est vraiment au cœur de cet épilogue. Avec notamment donc, l'idée de coexistence plus que de substitution d'un modèle à l'autre. Ce serait en fait notre regard de moderne, notre réception qui sélectionnerait de manière excessive des traits de modernité et les privilégierait. Et tu proposes finalement de constater la persistance dans la longue durée des deux discours, des deux modèles, le modèle ecclésial, le modèle urbain, d'où découle une typologie, finalement avec trois configurations relationnelles entre les deux modèles. Premier cas de la typologie, premier type, c'est malgré tout le modèle ecclésial reste dominant ou exclusif. Le deuxième type, à l'inverse, c'est le modèle urbain qui devient dominant ou exclusif. Et puis entre les deux, on a le champ le plus complexe, une articulation entre les deux, donc une dialectique proprement dite. Et c'est cette dialectique qui serait la source dans le champ de ce que devient le modèle ecclésial, des renouvellements internes et des capacités d'acculturation du christianisme. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de plus complexe, on va dire, qu'un panorama chronologique. Mais moi, ce qui m'a interrogé, c'est que ces configurations, donc ces trois configurations, modèle ecclésial dominant, modèle urbain dominant, ou les deux en association complexe, tu les exemplifies par des discours, et ces discours sont certes différents, mais est-ce que l'existence parallèle de discours différents au sein d'une même société, pour moi, ne fait pas forcément de ces sociétés des sociétés plurielles, au sens où on peut avoir certains discours qui vont être plus en harmonie avec l'évolution globale d'une société politique que d'autres. Et qu'à ce moment-là, on est obligé d'aller au-delà des discours et de peser le poids respectif de chacun des discours dans une société donnée pour pouvoir, après, éventuellement en conclure à la prédominance d'un des modèles sur l'autre. Et c'est dans ce cadre que les éléments du modèle moderne, entre guillemets, alors là, c'est peut-être la pente weberienne qui ressurgit en moi, mais il me semble qu'ils ont quand même rebattu les cartes de manière peut-être plus conséquente et plus, on va dire, liquidatrice du modèle ecclésial médiéval que tu ne le suggères dans la conclusion. Bon, j'ai déjà trop parlé, je pense qu'il vaut mieux garder de la place pour la discussion, donc je ne rentre pas dans le détail de cette dernière remarque, mais qui découle voilà, de comment peser, en fait, comment mesurer véritablement le poids relatif de ce nouveau modèle urbain dans les différents espaces, dans la profondeur de la société et dans les différentes configurations politiques et ecclésiales après 1200. Bien, merci beaucoup Florian d'avoir pris la peine de mettre les mains dans le cambouis et de rentrer dans le détail de ce qui est un essai. Hein. Autrement dit, comme l'avait dit excellemment Patrick au début, un travail nourri d'inquiétude et complètement organisé en tension. Une tension qui se sent dans le mouvement même du livre. C'est évident que autant le schéma intellectuel de la Maison Dieu ne me posait pas de problème,
autant celui-là en posait des problèmes. Et je pense qu'il posait des problèmes collectivement. Et au fond, ce que j'ai essayé de rassembler là, ce sont des questions collectives. Dans le premier cas, c'était relativement confortable de montrer dans quelles conditions se constituait un paradoxe du christianisme, c'est-à-dire le fait que l'on parte d'une société qui dévalorise complètement le rapport au lieu et le rapport aux constructions matérielles, et puis une société qui, pour se définit à travers obligatoirement la référence monumentale. Bon, la démonstration était simple, c'est comment est-ce qu'on arrive à un régime totalitaire de confusion entre ecclésial et social. Tout le problème étant, effectivement, j'y reviendrai, de définir ce que c'est que la société, et les questions, les remarques que tu poses invitent effectivement à établir pas mal de nuances. Dans le second cas de figure, là, on rentre dans le, j'allais dire, le lourd de nos questions collectives. Hein, et je dis bien nos questions collectives, et je regarde là un des acteurs de cette interrogation collective, qui est Jean-Philippe Jeunet. Au fond, moi, quand s'achève mon travail de haut médiéviste qui, à grand-peine, est allé jusqu'à 1200, lorsque je suis arrivé aux limites de mes pratiques professionnelles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis d'accord avec un schéma historiographique qui est celui d'un long féodalisme? C'est-à-dire le fait que l'ecclésial va rendre compte de tout ce qui se passe dans l'histoire de l'Occident jusqu'aux confins du XVIIIe siècle, hein, ce qui est la thèse défendue par Alain Guéraud, par Jérôme Bachet, dans un très remarquable livre qui est La civilisation féodale. Ou est-ce qu'on prend à bras-le-corps la question de l'apparition de l'État? Est-ce que ce n'est pas un gros mot de parler d'État? Vous savez, vous avez des collègues qui seraient enclins à nous priver de notre salaire à la fin du mois si on prononce le mot État, le mot espace pour le Moyen-Âge. Donc c'est finalement essayer de desserrer cet étau professionnel du haut médiéviste en me disant, mais après tout, puisque ce qui m'a intéressé, c'est la notion d'architecture de la société, dans quelle mesure est-ce qu'il y a un légendaire occidental tout à fait propre à l'Occident, qui est que on architecture le social. Hein, Le Corbusier disait construire la vie. Est-ce qu'on a affaire de simples métaphores? Mais est-ce que ces métaphores sont, d'un point de vue de la construction de notre imaginaire du social, est-ce qu'elles sont effectives? C'est ça la question. Alors évidemment, avec un grand pas extrêmement risqué, et je dois dire, infiniment reconnaissant à des commentateurs, comme premier d'entre eux qui est Patrick, de dire, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser de temps en temps de l'audace intellectuelle? C'est-à-dire, là, bon, après tout, là, on sort de nos repères et on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre du questionnement, avec toutes les incertitudes, et j'espère que j'ai été suffisamment professionnel dans le traitement des questions et des dossiers pour que ça porte quelque part, et que, je veux dire, dans l'horizon, en ressortent des questions, mais qui sont des questions globales, qui sont celles précisément de la modernité. Et nous sommes ici dans un séminaire où on interroge la modernité, mais est-ce que nous n'avons pas, nous, constamment contemporains, à interroger la modernité contemporaine? Et quelle est la contribution que le médiévisme y a apportée? D'où, et j'en viens à tes questions, Florian, d'où un véritable problème chronologique, qui est quand est-ce qu'il faut arrêter le curseur? Moi, je m'étais donné 1200-1500 pour intégrer, disons, ce qu'on pourrait appeler une pré-modernité médiévale, mais à la limite, il y a des problématiques qui n'ont qu'il n'y a aucune raison d'arrêter en 1500. Je veux dire, c'est suffisamment complexe pour qu'on l'arrête en 1500, parce qu'après, on rentre dans des problèmes tout à fait immaîtrisables, mais il y a des logiques qui méritent d'être poursuivies. Et ce qui m'a amené à poursuivre jusqu'en 1650, c'est deux justifications. La première, c'est le fait qu'il faut absolument dialoguer avec la philosophie politique. Bon, je ne vous cache pas que moi, je suis un combattant, et que mes collègues qui font de la philosophie politique, ils ont tout à fait le droit d'exister, mais ils n'ont pas le droit d'ignorer le Moyen-Âge. Et
j'ai choisi comme point de repère commode la métamorphose de la cité de Pierre Manant, qui est l'exemple à la fois le plus abouti de ce qu'on peut faire en philosophie politique et le plus caricatural de ce que l'on peut faire en traitement du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y a un grand trou noir entre les deux. Machiavel, et encore, Machiavel, on est bon quand on parle de Machiavel, comme ça, au passage. En réalité, c'est Hobbes, c'est Locke, c'est le grand roman de la philosophie politique moderne. Et ça ne colle pas, ça ne peut pas coller. Qu'est-ce que vous voulez faire à partir de strictes références que l'on va prendre? Il y a une intelligibilité de Hobbes qui est une intelligibilité antérieure. Donc la nécessité de dialoguer avec des collègues qui sont pris, j'allais dire, dans ces logiques disciplinaires. Et ça suppose 1650, 1650, c'est la séquence qui va commencer avec Hobbes, on va dire. Bon. La seconde justification qui me paraît beaucoup plus profonde, c'est qu'il y a un temps de l'aristotélisme politique. Et que quand vous le prenez en 1250, eh bien vous avez une logique qui est celle de la poursuivre jusqu'en 1650. Quand vous regardez ce que sont les discours sur l'architecture, ce que l'on fait peu en France, mais je veux dire qui est une habitude allemande, vous ouvrez un ouvrage d'histoire de l'architecture allemande, vous voyez immédiatement que l'on fait de l'exégèse de l'architecture. Quelle est la signification que fait la signification de l'architecture? Et on voit bien que la matrice, elle est aristotélicienne. Elle tourne autour de la notion de science de l'architecture. Du coup, il y avait la nécessité d'aller jusqu'au bout. Et le grand avantage de ce jusqu'au bout, c'est que ça permettait de voir que nous avions un véritable régime de chrétienté adapté à l'aristotélisme, donc une sorte d'aristotélisme chrétien, qui nous menait largement jusqu'en 1650, et que ce régime de chrétienté, il résistait à l'éclatement de la Réforme. Au fond, Florian, c'est ça qui m'intéressait. De montrer que la logique de la notion d'architecture de la société, elle dépassait le strict horizon catholique. Et qu'on prenait un auteur catholique comme Pierre Grégoire, le des Républicains. On prenait un traité luthérien ou un traité calviniste, Alsted ou Verderhagen. On était dans une logique qui est celle de l'architectonique aristotélicienne, et que cette logique, avec toutes les différences internes, elle maintenait quelque chose qui était d'un régime classificatoire donnant de la valeur à l'architectonique, à l'architecture de la société. Et au fond, moi, l'option que je prends, massive, c'est que cette intelligibilité-là, elle est valable lointainement dans la modernité, jusque dans la modernité contemporaine. Et je ne vous cache pas que moi, maintenant, j'aimerais me lancer dans ce qui sera un troisième temps. C'est-à-dire le fait qu'il y a une actualité 19e de l'architecture de la société, et comment toute cette tradition se rebrasse. Donc voilà pour la chronologie. Bon, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Simplement, disons que ça a été rigoureux, je l'espère en tous les cas. C'est simplement un excursus aristotélicien qui est structurellement, à mon avis, valable. Alors, première question, société ou société politique? Grande et belle question. Quand on parle pour les hauts médiévistes, et même à très très haute époque, parce que tu nous as dit, au fond, c'est de l'ecclésial confondu avec le social, dès qu'il existe quelque chose qu'une institution, hein, comme disait Loisy, le Christ est venu annoncer le royaume, et puis c'est l'Église qui est advenue. Autrement dit, on a originellement, dès les premiers siècles, une institution qui est l'Église. Dans quelle mesure est-ce qu'elle prend en charge le social? Moi, la thèse que je défends, c'est qu'il y a des tournants, et que véritablement, dans un bouillonnement qui est un bouillonnement du haut Moyen-Âge, que les hauts médiévistes doivent discuter, il y a un véritable moment de cristallisation qui est le temps carolingien, où effectivement, dans l'élaboration d'une notion d'empire chrétien, il y a quelque chose qui va agir sur la définition sociale de l'Église, une sorte de mise en tension des discours qui est d'un côté, on va dire, le discours de ce qu'est un empire chrétien avec une tendance constantinienne, hein, une sorte de mix de la romanité chrétienne en évolution, et puis d'un autre côté, un discours propre à des secteurs cléricaux qui peu à peu va s'imposer et qui va donner l'efflorescence grégorienne, qui va nous donner donc quelque chose de l'ecclésial qui se confond avec le social, avec, me semble-t-il, une structuration qui est très importante, qui dépend de la matrice de la pensée hiérarchique.
C'est-à-dire au IXe siècle, la pensée dionysienne va nous donner une pensée hiérarchique. Hiérarchie, c'est ecclésial. Bon. Et ça va structurer en profondeur, c'est ma proposition de travail, en profondeur le fait que l'on confond ecclésial et social et que nous sommes passés d'un régime diarchique à un régime hiérarchique. Et que ce régime hiérarchique, eh bien, il est aussi lointain dans son évolution que l'influence du pseudonyme. Et là encore, on rencontre une chronologie. Le pseudonyme, il est lu jusqu'au XVIIe siècle inclus. Bon. Ce qui justifierait aussi ce temps long. Alors là, on peut véritablement parler de société. Mais cela supposerait, en toute rigueur, de faire une analyse fine qui, à ma connaissance, n'existe pas, de ce que sont les emplois du terme societas. Societas est un terme que l'on rencontre très tôt dans l'histoire du christianisme. Bah, prenons Tertullien, la societas, c'est l'articulation du corps et de l'âme, hein, du corps et de l'esprit, c'est ça la societas. Bon. L'emploi de societas Christiana par saint Augustin, par les premiers Pierre, et par les premiers Pierre, pas si développé que ça. Il me semble qu'un moment de cristallisation important, c'est ce moment, j'allais dire, juridique, du droit canon, où l'ecclésia et la societas, on va reprendre toutes les données rassemblées in illo tempore par Pierre Michaud-Quentin, c'est vrai qu'on a une actualité ecclésiale à la societas qui est assez tardive, qui est le moment grégorien, précisément. Bon. Et alors, j'allais dire, l'intérêt de ta suggestion, Florian, c'est la nécessité de nous permettre de parler du régime d'une référence ecclésiale à la societas à un moment qui est plus proprement politique et qui oblige à parler de société politique. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Probablement que le livre pêche par moments, il a été fait comme ça par étapes, il a été enseigné, donc peut-être des moments où, au fond, il aurait été important de se poser en disant, mais attention, on parle de société, oui, mais de société politique, et je pense que là, il y avait un bon moment, qui est Thomas d'Aquin. Où Thomas d'Aquin, son assimilation de l'aristotélisme et sa transformation de l'aristotélisme dans le système chrétien. Alors là encore, aristotélisme, j'ai bien conscience que ma référence, elle est un peu caricaturale. L'aristotélisme que connaissent les collègues qui font de la scolastique est infiniment plus diversifié que, au fond, le modèle thomasien. L'intérêt du modèle thomasien à long terme, c'est qu'on a le thomisme médiéval, mais qu'on a le néo-thomisme contemporain. Et que du coup, on a quelque chose qui se transmet avec des tas d'adaptations, mais qui se transmet à long terme, qui est intéressant. Là, on peut véritablement parler de société politique. Et je dirais que on peut commencer à poser comme jalon le fait qu'il y a dans l'institutionnel, parce qu'au fond, ce qui nous intéresse tous, c'est la création en Occident de l'institution. Hein, on l'appelle l'Église, on l'appelle l'État, mais c'est ça qui nous intéresse tous autour de cette table et dans cette assemblée. On peut dire que dans la façon dont l'Occident a géré l'institution dans le cadre politique, hein, s'inspirant, des deux termes qui sont deux thèmes gémellaires, Église-État, on va avoir dans le régime politique une sorte d'immanence de l'Église. C'est ça, au fond, la question à discuter. Quelle est cette présence immanente jusqu'à nos jours, enfin, disons jusqu'à... ma chronologie à moi, c'est la chronologie de la première sociologie, c'est-à-dire de la tradition qui peu à peu va se mettre en place au XIXe siècle avec ces grands systèmes utopiques, le saint-simonisme, le système comtien, enfin même les efflorescences socialistes, et puis qui vont permettre de constituer ce qu'avec Durkheim et Weber, on va à proprement parler, qualifié de sociologique. C'est un terme qui a été inventé par Auguste Comte. Bon. Dans quelle mesure est-ce que la préhistoire de la tradition sociologique est nourrie d'un discours sur l'Ecclésia ? Bon, ça, c'est un moment une question qui me paraît très très importante donc, pour caler la question de la chronologie, de la société politique. Et je dirais, pour inclure quelque chose d'important, qui était à l'horizon de ta présentation, mais qui en a peut-être intérêt à plus accentuer, qui est le problème à long terme de ce que, disons, la philosophie politique contemporaine appelle le nominalisme politique. Le fait qu'il y a une question sur les catégories qu'on utilise, sur les mots qu'on utilise, qui relève du nominalisme. C'est-à-dire le fait que ce sont des mots. Est-ce que ces mots ont une substance ? Et j'allais dire, notre modernité médiévale, elle a ceci d'intéressant, qu'elle désubstantialise notre vocabulaire. Et que du coup, on est dans cette espèce de tension, qui est une tension qui est née au XIIIe et surtout au XIVe siècle avec l'occamisme, qui est que nous avons des référents qui sont des fictions langagières.
Quand on parle d'Église, quand on parle d'État, mais on parle de mots, outils, de mots valises qui sont commodes pour définir le social, mais ce sont des mots qui n'ont pas de substance. La question est de savoir, c'est une discussion qui est menée, est-ce qu'effectivement, Église est complètement désubstantifiée à travers. Et c'est infiniment plus compliqué que ce qu'on peut penser au départ. Il y a des traditions qui coexistent. Bien. Alors, je voudrais simplement rajouter un mot, puis il y en a d'autres que j'avais relevés, mais je vois que je suis bavard dans la réponse, qui est l'articulation d'une très bonne question, bien évidemment, le rapport entre cité et État. Un rapport cité-État, j'y tiens. J'y tiens et j'aimerais quand même rappeler que dans ce qui a été présenté, alors évidemment à un niveau probablement un peu idéal, qui est celui des théories politiques, des théories politiques que l'on développe à la fois sur des bases aristotéliciennes, à la fois dans le monde communal italien, qui est un monde, j'allais dire, qui a des priorités, incontestablement, et dont l'héritage est absolument capital, mais également, et le laboratoire communal, il est balancé dans le livre de tout ce qui est dit sur le royaume de France. Et oui, c'est-à-dire la façon dont on pense le royaume en termes de cité, à travers l'héritage de l'aristotélisme et des traductions en moyen français à l'époque de Charles V, avec Orem, avec également tous les commentaires de Christine de Pisan, on a là une véritable pensée politique appliquée au royaume, qui est celui de la cité. Donc effectivement, bien sûr qu'il y a une ambiguïté. Est-ce que la cité, c'est la ville? Est-ce que c'est le modèle est-ce que c'est le modèle urbain? Ma question de départ était, est-ce que la métonymie fonctionne encore après? Si l'on retient la notion d'architecture de la société, est-ce que cette architecture de la société permet de valoriser une métonymie? Et est-ce que notre régime politique, sociopolitique, relève de la métonymie? Et la réponse, c'est, à la dernière page, c'est oui. Bon, c'est le devenir de la pensée occidentale. Bon. Est-ce que, dans ce cadre-là, la métonymie marchand, eh bien, on a tout intérêt, effectivement, à raisonner sur l'articulation cité-État. Et effectivement, je le pense. Alors, je rappellerai des choses qui ont été développées dans le livre. C'est une simple référence, mais une référence princeps. C'est l'œuvre de Dante, le Banquet, 4-4, la monarchie, 1-3, avec le passage nécessaire, j'insiste sur nécessaire, de la communauté domestique au village, puis à la cité, puis au royaume, pour atteindre la fin, la meilleure. Autrement dit, on est dans un système architectonique, pyramidal, qui suppose de penser vraiment du microscopique pour arriver à du macroscopique. Et le macroscopique, c'est la fin, la meilleure. Autrement dit, c'est une dimension éthique qui est portée, qui est permise par cet intermédiaire, qui est le politique. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut être évêque, on peut être clerc au service du roi, des clercs au service des écritures communales. Il y a là quelque chose qui est vraiment une matrice de pensée qui va s'imposer. Alors, plus ou moins en contradiction avec d'autres termes. J'allais dire, bon, je vais prendre une expression qui est tout à fait débattue à l'époque, c'est, au fond, la science politique est très largement fictionnelle. On se pose la question contrefactuelle, et si Adam et Ève n'avaient pas péché, quel régime politique on aurait? Et là, on réfléchit sur ce que c'est que, finalement, l'évolution naturelle, avec, dit Thomas d'Aquin, quelque chose qui est hérité de la surnature, qui est qu'il y a un régime domestique. Alors, est-ce que Adam, pour autant, aurait été le patriarche appelé à devenir roi? C'est une des questions qui se posent. Mais l'articulation, elle me paraît tout à fait essentielle. Et je pense profondément que l'État qui va subsumer, qui va accueillir en son sein le régime urbain, est un État nourri de cité. C'est-à-dire l'affection de tous les légistes, de tous les théoriciens que j'ai convoqués, vont dans ce sens. Et un petit mot pour terminer, qui est effectivement la naissance de l'urbanisme. Ça, c'est un point pour moi extrêmement important, et là, en consonance avec les travaux de Patrick, qui sont qu'il y a un véritable discours sur la ville et la métonymie ville-cité qui relève de ce qu'on va appeler l'urbanisme à partir des années 1860. Et là, c'est une façon de
de reprendre des discours, mais en les remettant, j'allais dire, dans une consonance avec la médiévistique, qui sont les travaux de François Choët, et plus récemment de Pierre Quay. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une préhistoire de l'urbanisme contemporain, qui est un discours sur le social? Et comment est-ce qu'une théorie du bâti est en même temps une théorie de la société? Et le tout, pour moi, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure il y a là quelque chose qui peut encore s'articuler avec de l'ecclésial. Bon, voilà. J'arrête là. Bon, on pourra éventuellement continuer. Oui, il nous reste 20 minutes. Ah oui, applaudissez, ça n'y a aucun problème. Il nous reste 20 minutes pour poser des questions